Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à 56 minutes synthèse sur Télésignal, votre revue de la semaine. Tout d'abord, les titres à la une de l'actualité de la semaine. Signature d'un accord de coopération de montant de 112 millions d'euros entre le gouvernement haïtien et l'Union européenne pour appuyer la réforme de l'État et l'éducation en Haïti. Publication ce mercredi du rapport national 2013 sur les objectifs du millénaire pour le développement. Haïti a accompli des progrès sur tous les indicateurs clés du cadre OMD, tels l'éducation universelle et la santé maternelle, se félicite le Premier ministre Laurent Lamotte. Ce 26 juin a ramené la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. L'occasion pour la CONALD de réfléchir sur la nécessité de doter le pays d'une loi permettant la condamnation des narcotrafiquants. Haïti élu à l'unanimité pour accueillir la 58e réunion de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour les Amériques en 2015. Le ministère de l'Éducation nationale durcit le ton contre les fraudeurs aux examens du bac. Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude sera interdit de participer aux épreuves pour une durée pouvant aller jusqu'à 4 années. Décès de l'ancien président d'Haïti, Leslie François Maniga. Plusieurs secteurs saluent la disparition de l'intellectuel et homme qui s'est éteint ce vendredi à l'âge de 83 ans. À l'étranger, en Égypte, la condamnation à 7 ans de prison de 3 journalistes de la chaîne Al Jazeera accusés de soutenir les frères musulmans du président déchu Mohamed Morsi choque les médias internationaux. Et puis la Bosnie a commémoré ce samedi le centenaire de la Première Guerre mondiale, un anniversaire très particulier à Sarajevo puisque c'est là que fut assassiné le 28 juin 1914 l'archiduc d'Autriche et son épouse Sophie. Voilà pour les titres, à tout de suite. Samedi, c'est Happy Weekend avec Natcom. Plaisir gagné! Sorti samedi pour arriver dimanche minuit, Natcom a doublé n'importe quoi charge fait. Mobile, Nacom, Decom, ou qu'à parler 2 fois plus. M'a mettez toute photo week-end ça sous net. Bon, commencer cougner. Wow! Avec Natcom, week-end nous a toujours qu'est content. Natcom, you IT, you réseau. Merci de votre fidélité à 56 minutes synthèse sur Télésignal. Des partis et regroupements de partis politiques de l'opposition dénoncent le processus électoral enclenché par le CEP incomplet. Dans un communiqué conjoint, les partis et regroupements Haïtiens pour Haïti, Famille Lavalas, Fusion, Unité, Contra Pepla, Mopod déplorent que l'organisme électoral ouvre le processus d'inscription des partis politiques sans l'existence d'une loi électorale. Et ces partis et regroupements de partis politiques disent rejeter tout ultimatum du Conseil électoral et conditionnent leur participation
aux prochaines élections à la mise en place d'un CEP crédible, honnête et démocratique. Alix Richard, vice-président de la fusion des sociodémocrates, propose bien sûr le respect et l'application de la loi électorale du 27 novembre 2013, dont certains articles ont été soumis par l'exécutif au Parlement aux fins d'amendement. Alix Richard est jointe au téléphone par Tamara Oyangaro. Malgré toute concession que vous faites, ma côté sénateur qui a parlé. Je te dis, mes amis, on nous prend chaque corps. Bon, ok. Nous parlons de 289, on nous prend chaque corps, retire au monde, cherchons un groupe dans la société civile là, non, monde crédible. Ça, personne n'a voulu que à faire CEP, date limite pour dire, venir inscrire, etc. Ça veut dire, pour une crédibilité, on vient présenter devant une CEP 7 membres là. Nous demandons tout simplement, mes amis, mettez CEP à soutenir un CEP 9 membres que tout le monde accepte, mettez le sous-pied, laissez la loi électorale là à passer dans le Parlement, les amendements seront faits et le processus pourra être enclenché. Ceci, on aurait pu le faire depuis 3 ans passé là, et puis là qu'on y a chaque jour, chaque semaine, qu'on a fait pour la retarder. Mais pour le Claradia, c'est pas faute maintenant, c'est faute camarade là qui d'ailleurs pas marcher. Mes amis, un peu de bonne foi. Nous devons ça au pays. Nous devons sortir ce pays et rentrer pour de bonne modernité politique. C'est pour ça que j'ai une bataille et c'est pour ça que nous continuons la bataille, que nous acceptons signer des notes avec nous. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec eux sur tout point, mais nous signé des notes avec eux pour la bonne cause, pour nous faire des unités d'action, pour essayer d'avancer au mieux que possible et pour nous sortir, mes amis, sortir comme paria de la carrière. 30 ans après la dictature, mes amis. Tout pays qui change de dictateur dans la même époque avec nous, ils sont loin, oui, non, fonctionnement démocratique. Nous-mêmes, jusqu'à présent, même une élection, nous ne pouvons pas organiser sérieusement. Vivement cette fois-ci, que nous baillons le son, que ce soit le point de départ d'une nouvelle manière de faire de la politique et de l'administration des élections en Haïti. Entre-temps, le CEP a mis un terme au processus d'inscription des partis politiques. Le 25 juin dernier, 112 partis politiques se sont inscrits, selon ce qu'a confié bien sûr le président du Conseil électoral provisoire, Fritz Canton, au quotidien Le Nouvelliste. Interrogé sur le sort de partis politiques qui ont boudé le processus d'inscription, le président de l'organisme électoral n'était pas en mesure de préciser s'ils sont automatiquement écartés des élections. Toujours en ce qui concerne les élections, en parlant bien sûr d'élections, sachez que le porte-parole du Premier ministre a informé que sur 63, 13 étapes à franchir dans le cadre de ces joutes, on en est déjà à 28. Pierre-Michel Bounache a dit souhaiter que les sénateurs ratifient les amendements de la loi électorale et que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire confirme ses représentants au sein du CEP. Pour faire avancer le processus, Maître Brunache a confirmé par ailleurs la disponibilité des fonds nécessaires à l'organisation des élections qui devraient coûter en tout 34,6 millions de dollars, a indiqué Pierre-Michel Brunache. Avec amendement, il a retiré tout centre de tabulation, en pilote bagaille, l'élection supposée coûter 34,6 millions de dollars américains. Et dans 34,6 millions de dollars, ça, qui a gagné, eh bien, ça les basket funds, fonds qui ont géré l'opération électorale, ils ont gagné 24,6 millions de dollars. C'est-à-dire que Haïti et l'autre pays donateur ont déposé 24,6. Donc, il était à peu près 10 millions qui pour déposer. Dans 10 millions, ça il y a 4 millions qui sont sortis dans le trésor public. Et puis, il y a 6 millions à peu près que le Canada promettre pour le bail pour réalisation électorale. Dans le cadre de fonctionnement normal, CEP en tant qu'institution, eh bien, l'État fait débloquer pour eux 40 millions de gouttes pour être capable de payer tout arriéré qui a été gagné sous le loyer. Nous connaissons bed, bec et tout cas ça aussi loyer qui a. Eh bien, l'État fait débloquer COB pour payer et tout comme ça. Donc ça fait au total 100 millions de gouttes que l'État a versé au CEP pour permettre le démarrage du processus électoral. Donc, pour l'élection, l'État haïtien a contribué à près de 41,9%. C'est fonds l'État haïtien, fonds trésor public, et puis de fonds internationaux a contribué pour le reste. En visite à Washington cette semaine, le chef de l'État haïtien s'en est pris aux conseillers électoraux Léopold Berlanger et Néhémie Joseph. Selon le président Martelly, M. Berlanger et Joseph perçoivent leur salaire et jouissent des privilèges attachés
à leurs fonctions de conseillers électoraux, mais refusent d'intégrer le Conseil électoral provisoire pour débloquer la crise préélectorale. En réaction, les deux concernés ont publié une note de presse conjointe jeudi où nous pouvons lire « Pour la gouverne du président de la République, pour la vérité et pour l'histoire, nous tenons à affirmer ce qui suit. À partir du 12 mai 2014, jour de la prise de fonction du nouveau Conseil électoral provisoire, nous nous sommes abstenus de fréquenter les locaux de l'institution électorale. Aussi avions-nous décidé depuis cette date de ne point percevoir les traitements de toutes sortes, salaires, frais, allocation de carburant et de cartes d'appel liées à la fonction, ce jusqu'à notre prestation de serment dans des conditions régulières et légales. Par ailleurs, le directeur exécutif du CEP a été informé par courrier en date du 12 mai que les véhicules du CEP en notre possession ont été garés et sont à la disposition de l'institution électorale. En témoigne un accusé de réception de la même date. Écoutez les précisions de Léopold Berlinger, joint au téléphone par Tamara Oyongaro. Depuis le 12 mai que le nouveau conseil électoral là prend fonction, nous avons dit que le conseil là, donc les parcours remplit conditions pour nous prêter serment, puisque pas de gain 9 membres. Donc depuis là, nous décidé pas fréquenter le conseil électoral là jusqu'à ce que conditions réunies pour nous prêter serment. Et de ce point de vue, donc nous avons décidé tout en même temps que nous ne sommes pas capables de et continuer à percevoir aucun salaire, aucun traitement, aucun frais, aucune forme de compensation, quelle qu'elle soit. Et en ce sens, c'est justement ce qui a été fait. Nous ne allons jamais percevoir rien. Et les faits sont là pour en témoigner, puisque si vous percevoir traitement, salaire, frais, carte d'appel ou bien fiche gaz, etc. Bon, ou signer pour prendre, et laisse la preuve là d'appeler. Donc, et en même temps, tout véhicule qui te l'amène, nous écrit directeur exécutif CEPA pour nous te dire que nous, à la disposition de CEPA, nous garons la caille et nous pas servir avec eux. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire s'est réuni vendredi sur le remplacement d'un de ses membres au Conseil électoral provisoire. À l'issue de cette rencontre, le CSPJ lance un appel à candidature pour remplacer son représentant, Marie-Carole Floristal du Clairville au CEP. Les intéressés ont jusqu'au lundi 30 juin à 5h PM pour déposer leur candidature au CSPJ. D'ici mardi matin, le nouveau représentant du CSPJ au CEP devrait être connu de tous, selon Jacques Létang, qui s'exprimait après un vote organisé ce vendredi après-midi au CSPJ. Les propos de Jacques Létang sont recueillis par Enoch Elisée-Cajou et Jasmin Denis. Monsieur Alexis, qui fait office de président du CSPJ, eh bien, il retourne sous position quand il a tenté de remettre votre en question. Il est d'accord. Maintenant, avec le vote de la majorité, c'est déjà une première victoire pour la loi, pour le respect des principes, pour le respect des normes caractérisant le fonctionnement de toute institution démocratique. Et la deuxième chose, c'est que, étant donné que nous mettons d'accord sur la première phase, eh bien, la deuxième phase, c'est que tu as gagné deux courants d'idées, dont une est pour que nous ayons choisi aujourd'hui et l'autre est pour nous faire appel à la candidature. Eh bien, ces deux courants d'idées qui ont fait débat dans le cadre de cette séance, eh bien, ils ont été mis au vote et finalement, et le conseil a voté qu'il y a plan son appel à la candidature dès aujourd'hui jusqu'à lundi 5h après-midi pour que le candidat qui est intéressé, qui souhaitait représenter le CSPJ au CEP, au Conseil électoral provisoire, ait manifesté officiellement par un acte de candidature et nous allons tête mardi matin pour nous choisir mon nom. Parlons en justice maintenant à cette édition de 56 minutes synthèse. Les autorités argentines ont rapatrié samedi dernier l'haïtien nommé Marc-Antoine Philippe, un présumé témoin clé dans l'assassinat le 3 avril 2000 du journaliste militant Jean-Léopold Dominique et du gardien de la station Radio Haïti Inter, Jean-Claude Luissin. Marc-Antoine Philippe s'était réfugié en Argentine depuis 2004. Suite à son évasion du pénitencier national, depuis, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par Interpol. Marc-Antoine Philippe a été appréhendé à Buenos Aires par la police fédérale d'Argentine en avril dernier et est désormais à la disposition de la justice haïtienne pour être auditionné par le juge d'instruction chargé de l'enquête.
Le porte-parole du Premier ministre a déclaré lundi que la demande d'extradition de Marc-Antoine Philippe de l'Argentine a été obtenue dans le cadre d'un accord conclu entre l'État haïtien et les autorités de Buenos Aires. Pierre-Michel Bounache a indiqué que l'Argentine a offert sa collaboration, ce qui a permis la rentrée au pays de ce témoin clé en la personne de Marc-Antoine Philippe dans le cadre du dossier de l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique et de Jean-Claude Luissin, tué le 3 avril 2000. Suivez les explications de Pierre-Michel Bounache. Ça rentre dans le cadre de collaboration entre État et État en ce qui concerne les questions de justice. Donc, l'État haïtien, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire, ils font une demande formelle pour être capable de permettre que le nommé Marc-Antoine Philippe vienne dans le pays pour témoigner sur questions que tout le monde attend dans le dossier Jean-Dominique. Eh bien, le gouvernement argentin a accepté la collaboration. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le pays pour venir faire témoignage. Il faut dire qu'au cours de la semaine, un mandat de dépôt a été émis par le juge instruction Iviquel da Brésil et le substitut du commissaire du gouvernement auprès de la cour d'appel de Port-au-Prince, Carves Jean, contre Marc-Antoine Philippe. Les deux magistrats s'étaient transportés jeudi à la direction centrale de la police judiciaire afin de constater la présence de Marc-Antoine Philippe qui doit être transféré au pénitencier national. Parlons justice toujours. Une nouvelle audience est prévue au mois d'octobre prochain dans le cadre du dossier de corruption présumé impliquant la première dame de la République, Sophia Saint-Rémy-Martelly, et le fils du président, Olivier Martelly. Une décision de la Cour d'appel de Port-au-Prince qui a entendu les avocats des frères Florestal, les accusateurs bien sûr. Suite à une interjection en appel des avocats de la famille présidentielle, le président de la Cour d'appel, le juge Daran, a décidé de mettre le dossier en état, selon ce qu'a expliqué Maître André Michel au micro de Samus David François. C'était la situation. C'est un dossier qui était distribué déjà devant la composition. C'est la composition du mercredi. Nous avons été brusquement, et aussi nous pour nous venir paraître devant l'autre composition lundi. Bon. Nous estimons pas normal. Et là, nous soulever cette situation. Nous venons comprendre que l'avocat de la famille présidentielle, de façon malicieuse, il courait à chercher en ordonnance et il voyait ordonnance dans le bail par quai cour d'appel et dans l'idée pour finir avec procès rapide parce qu'on connaît son procès, il ne pas le faire devant les caméras de la télévision, les caméras des médias. Comme on est dans la période Coupe du Monde, il a pressé pour tout finir à procès à aujourd'hui. Un de papa. Eh bien, mes chers amis, nous combattons cette situation ça et finalement, et la cour d'appel de Port-au-Prince, présidée par l'honorable juge Daran, qui sont juges qui voulaient bataille pour conserver crédibilité, et tout l'autre juge dans le courant, ont estimé ça que fait la paraître suspect, parce qu'en principe, pour ne pas carrer le monde devant une composition et pour aller devant l'autre composition sans aucune explication, eh bien, les honorables juges de la cour d'appel, ils comprennent que le dossier n'est pas en état et ils ont demandé à partir cour d'appel et ils ont demandé à l'avocat famille présidentielle là, il a conformé à la loi pour mettre le dossier en état. Les frères Enol et Josué Florestal avaient choisi les avocats Newton Louis Saint-Just et André Michel pour déposer une plainte le 16 août 2012 contre la première dame de la République, Sophia Saint-Rémy-Martelly, et le fils du président Olivier Martelly pour usurpation de fonctions, corruption, blanchiment de fonds publics et association de malfaiteurs. Selon les dernières statistiques fournies par l'Inspection générale de la police nationale d'Haïti pour le mois de juin 2014, 2 policiers sont placés en isolement pour homicide, 42 dossiers ont été expédiés à la direction générale de la PNH, 74 enquêtes, dont 4 relatives à des accusations de voies de fait, d'homicide et de trafic de stupéfiants sont en cours. L'IGPNH a également recommandé le renvoi de 19 policiers, dont 15 pour abandon de poste, 21 suspensions sans solde. Le commissaire divisionnaire Marc Wilkenjean est le porte-parole de l'IGPNH. Ses explications au micro de David Samuel François. Pour moi, ça, nous isolons 2 personnes, donc 2 personnes pour homicide, donc un policier qui était tiré en Zambini, donc qui isolé là pour homicide. Donc, dossier d'enquête pour moi de juin 2014, ensemble de dossiers qui signés et qui expédiés dans la direction générale, au nombre de 42. Quand il c'est enquête qui ouvert, pour moi, ça, c'est 74. Donc pour moi, ça, nous recommandons renvoi 19 points. Donc il y a beaucoup approuvé, mais il y a 19 points que nous demandons pour l'inspection générale pour t'envoyer aller. Il y a 15 là-dedans, c'est pour abandon de poste. Donc c'est des abandons de poste
pour 2013-2014. 42 dossiers qui gagnent là-dedans comme élément de recommandation. Donc, les dossiers sont fin traité. Nous sommes trois que nous demandons de révoquer 4 personnes. Donc, il y a 4 mises en disponibilité que l'inspection générale a demandé à l'encontre de policiers qui fautifs. Il y a 21 suspensions sans solde. Il y a 4 policiers ont demandé pour payer les armes qui ont été perdues. Donc, il y a 12 dossiers qui sont classés. Donc, c'est-à-dire que des dossiers côté que pas de assez d'éléments qui ont été sanctionnés aux policiers ou bien plainte pas fondée. Donc, il y a 12 dossiers classés. Il y a 4 dossiers nouveaux et parquets. Il y a 3 recommandations de transfert. Donc, quand les demandes de transférer Mounio, il y a 6 réprimandes blâme et puis il y a 16 avis au plaignant. Donc, ça, les dossiers au traité. Donc, décision prend. Les gens qui ont porté plainte, ils ont écrit, ils ont avisé, puis ils ont dit que le dossier est traité, mais qui décision qui est sortie dans le cadre de traitement de dossier. Ça. Le commissaire parisien évoque un nouveau plan de sécurité mis en place au niveau du centre-ville et de la commune de Pétionville afin de mieux garantir la sécurité de la population, ce notamment à l'approche de la fête patronale de Pétionville, Saint-Pierre, ce week-end. Le commissaire de police se dit confiant quant au progrès de stabilisation de la sécurité réalisé dans l'aire métropolitaine et appelle les unités de la PNH, notamment ceux de la DDO, à ne pas baisser les bras. André Jonas, Vladimir Parizon était au micro de Fridjin Vanessa Dolcine et de Rouen Diary. Centre d'activité commerciale département était déplacé du centre-ville vers Pétionville. Ça fait nous commencer l'initiation plan sous Pétionville. Et depuis nous commençons avec plan sous Pétionville, nous avons dit clairement pas aucun cas, excepté 3 cas géants qui arrivent sous Pétionville. Et là encore, la police pas de cas frappé à juste titre pour te temps pallier la situation. Mais nous faisons pile effort par rapport à cas qui présenté et il y a des réponses qui baillent. Des cas de vol qui a fait à la faveur de la nuit dans des entreprises commerciales et d'autres cas qui fait encore non l'autre entreprise commerciale. Ça fait ces 2 cas enregistrés. Mais en ce qui a trait à crime tragique qui arrive sous citoyens dans la zone, nous n'avons pas enregistré ça depuis que nous mettons plan en application. Malgré que le plan coïncidait avec fête patronale de Pétionville, qui sont durées de 15 jours, ça n'a pas empêché que l'application de plan prend correctement et l'hypothèse fuile de côté. Parlons économie à présent. Haïti, un nouveau regard, c'est le titre du rapport national 2013 sur les objectifs du millénaire pour le développement qui a été publié mercredi conjointement par le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le Programme des Nations Unies pour le développement. Sachez que ce rapport analyse notamment les avancées réalisées par le gouvernement haïtien concernant les objectifs du millénaire dans l'horizon 2015. Le document identifie aussi les contraintes et formule des recommandations pouvant conduire le pays vers les buts fixés. Lors de la cérémonie de lancement du rapport, le Premier ministre, également ministre de la Coopération externe, Laurent Lamotte, s'est réjoui qu'Haïti ait accompli des progrès sur tous les indicateurs clés du cadre OMD, tels l'élimination de l'extrême pauvreté, l'accès à l'éducation primaire pour tous et l'amélioration de la santé maternelle. Laurent Lamotte a encouragé les acteurs de la société civile à appuyer les institutions étatiques dans leurs efforts. Les propos de Laurent Lamotte au micro de Fridjin Vanessa Dolcine et de Jasmine Denis. Objectif, il y a des progrès qui ont été faits. Bien entendu, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc, le travail doit continuer. Nous devons doubler d'efforts. Nos équipes doivent doubler de motivation, d'énergie, de détermination pour arriver à lutter contre cette pauvreté. Pour vous demander tous de supporter ce programme. L'international comme la société civile, parce que ce programme est et représente une opportunité, une chance pour nos enfants les plus démunis pour que demain, eh bien, ils sortent de cette pauvreté chronique et infrahumaine. Pour sa part, la directrice principale du PNUD, Sophie de Camp, a souligné l'importance des progrès réalisés au cours de ce millénaire. La directrice du PNUD a également fait état des défis qui restent à relever pour éradiquer la pauvreté au sein des familles et assurer le développement durable en Haïti. Les explications de Sophie de Camp. Nous devons continuer à travailler de concert pour maximiser
et garantir l'efficacité de l'aide, OMD numéro 8. L'objectif de cet exercice est de nous convaincre de la nécessité de travailler davantage pour changer la vie de Michel et celle de milliers d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui aspirent à un futur meilleur. Nous tous et toutes présents dans cette salle portons cette responsabilité. Et je suis heureuse de partager avec vous une bonne nouvelle. Le monde entier travaille déjà sur un nouveau cadre de développement durable afin de poursuivre les efforts entrepris jusqu'à ici et au-delà de 2015. C'est le moment pour Haïti de faire entendre sa voix. Le coordonnateur général de la sécurité alimentaire a salué la publication du rapport des objectifs du millénaire pour l'année 2013, rapport qui fait état d'avancées du pays dans les domaines de l'éducation, la santé maternelle et l'élimination de la pauvreté. Selon Gary Mathieu, les chiffres prouvent que le niveau élevé de la vulnérabilité à la pauvreté est préoccupant. L'agronome Mathieu a estimé que le gouvernement doit structurer davantage ses stratégies de lutte contre la pauvreté, tournées vers la réduction de la pauvreté. Gary Mathieu était l'invité de Tamara Oriongaro à la rubrique Tendance de ce jeudi. Chiffres ont montré que effectivement que gon en évolution de façon positive qui fait dans la réduction taux de pauvreté. Mais ça a surtout fait à partir de possibilités que nous avons tête nous pour choisir une nouvelle méthode de calcul. Les méthodes de calcul que qu'on utilisait avant, c'est surtout faire une approche revenu, une approche monétaire. Dans la méthode que utilisée pour 2013, et plus bas une approche consommation. Le plus c'est qui ça monde dans manger, qui contenu panier alimentaire là, qui prix panier ça et il déterminer est-ce que monde nan te une possibilité ou non pour être capable de procurer le panier ça. Donc nous rendons compte que chiffre qu'on a basé sur Haïti qui était estimé pauvreté à plus de 64, qui était de 70%. Là, on fait une nouvelle approche, ça vient environ 59%. C'est là ça vient rendre nous tout que taux de pauvreté extrême qu'on a estimé à plus de 50%. Globalement, normalement, c'est dans la zone 27-28. Signature mardi d'un accord de coopération entre l'Union européenne et le gouvernement haïtien. Selon le directeur général du développement et de la coopération de l'Union européenne, Fernando Fructuoso de Melo, ces fonds seront destinés à soutenir la réforme de l'État, notamment les finances publiques, le secteur de l'éducation, domaine qui entre dans la priorité de l'État haïtien et de l'Union européenne. Fernando Fructuoso de Melo au micro de Tom Dumont et de Randy Henry. Concernant la fiscalité, une fiscalité moderne à même de générer plus de revenus propres et ainsi mieux financer les politiques publiques supposées d'améliorer la perception de l'impôt. On ne parle pas d'augmentation d'impôts, on parle de l'augmentation de la capacité de recevoir les impôts. Ainsi, des mesures seront prises pour augmenter les rentrées fiscales de 10% d'ici la fin 2014, mais aussi pour instaurer davantage d'équité sociale en faisant contribuer les grands contribuables à l'effort collectif. Il s'agit là d'un pas non négligeable vers une société qui se dote de moyens concrets pour renforcer les services publics et la cohésion sociale. Concernant les finances publiques, il y a bien d'autres chantiers fondamentaux auxquels s'attelle le gouvernement. Je pense au déploiement effectif des postes comptables et des contrôleurs financiers, ainsi qu'à la mise en place d'un compte unique du Trésor. Et il faut également mentionner la lutte résolue contre la corruption ou encore l'amélioration des services douaniers. Deuxième point, moderniser l'administration figure également parmi les plans de réforme. Pour ce faire, le gouvernement s'est engagé notamment à réviser le cadre légal, à lancer un plan de formation continue d'envergure ou encore à modifier le recrutement des fonctionnaires par la mise en place de nouveaux concours au sein de la fonction publique. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a salué la coopération de l'Union européenne. Le chef du gouvernement a précisé que 100 millions d'euros seront alloués à l'aide budgétaire et les 12 millions vont soutenir à la réforme de l'administration publique. Le Premier ministre Laurent Lamotte au micro de Tom Dumont et de Randy Henry. Nous avons co-signé une convention financière de soutien à la réforme de l'État d'un montant de 100 millions d'euros d'aide budgétaire et de 12 millions d'assistance technique à Haïti, dans le cadre du 10e Fonds de développement européen FED.
une première tranche de 34 millions d'euros sera décaissée au cours des prochains jours. Mais avant, je voudrais souligner l'importance de la coopération technique et financière avec l'Union européenne, qui, pour la période 2008 à 2013, est de 889 millions d'euros. Ce concours s'est manifesté dans les secteurs des infrastructures et de la gouvernance, mais aussi dans les domaines de l'aide humanitaire, de la protection civile, du développement rural, la sécurité alimentaire, le commerce, le développement économique, l'éducation, les secteurs sociaux et la promotion des droits de l'homme et de la femme. Pour le 11e FED 2014-2020, la coopération avec l'Union européenne sera de plus de 420 millions d'euros. Le programme indicatif a prévu de soutenir l'éducation, la réforme de l'État et la modernisation de l'administration publique, le développement urbain et des infrastructures, enfin la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Haïti a été élu mercredi à l'unanimité pour accueillir la 58e réunion de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour les Amériques en 2015. L'information est confirmée par le ministère haïtien du tourisme sur sa page Facebook. Cette décision a été adoptée à l'issue de la participation du pays à la 57e réunion de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme à Carthagène cette année. La ministre du Tourisme d'Haïti, Stéphanie Balmire-Vildouin, a insisté dans son intervention de circonstance sur l'image du pays à l'extérieur et la politique de repositionnement d'Haïti comme destination touristique. À noter que Mme Balmire-Vildouin a participé à cette réunion en tant que premier vice-président de la Commission pour les Amériques à l'Organisation mondiale du tourisme. Parlons à présent du comité permanent d'acquisition chargé d'accompagner les propriétaires et occupants concernés par l'expropriation qui a tenu mercredi dernier sa première conférence de presse. Il est composé des cadres du ministère des Travaux publics et des Finances et de la Direction générale des impôts. Ce comité reçoit les copies de pièces d'identification, titres de propriété et actes non encore déposés à la DGI. Ce bureau de doléances devra prendre en compte également les points de vue et préoccupations de tous les expropriés qui n'ont pas encore reçu leur indemnité. Suivez les explications du secrétaire d'État aux Finances, Ronald Desembre, au micro de Michel Depayen et Yvan Saïd. Nous avons estimé nécessaire pour nous mettre en place une commission de doléances pour recueillir toutes doléances que on a gagnées concernant l'expropriation qui est faite dans le centre-ville. Et nous connaissons que gagner un bon monde qui peut jamais déposer titre, il y a un monde qui peut déposer documents qui peut montrer que c'est eux-mêmes qui sont propriétaires. Et là, nous mettons la commission en place pour qui faciliter tout le monde qui est en difficulté pour déposer les documents. Nous mettons la commission en place de manière à ce que si on a gagné des autres problèmes à côté de titre de propriété libre, on ne doit pas de titre. On ne doit par exemple, c'est on ne doit pas propriétaire, on ne doit son locataire lié, son occupant lié. Et si on a son occupant lié, la commission est là pour tendre des doléances ça et puis pour que lui adresser le problème de manière à ce que on recevoir et occupant ça recevoir compensation qu'elle doit recevoir. DGI là, il y a environ près de 60 à 70 titres qu'elle recevoir à partir du fait que nous mettons le bureau de doléances en place. C'est des gens qui ne peuvent jamais déposer titre et c'est qu'on a déposé. Vous suivez 56 minutes synthèse sur Télésignal. L'ancien président d'Haïti, Leslie François Maniga, s'est éteint vendredi en son domicile à l'âge de 83 ans. Intellectuel et homme politique, Leslie François Saint-Roch Maniga est né à Port-au-Prince le 16 août 1930. Il fit ses études classiques au collège Saint-Louis de Gonzague, puis des études supérieures à la Sorbonne à Paris, où il a obtenu un doctorat en philosophie. Le professeur Leslie Maniga fut directeur des affaires politiques
au ministère des Affaires étrangères dans les années 50. Accusé de soutenir la grève des étudiants du début des années 1960 sous le régime de François Duvalier, il a connu la prison pendant 2 mois en 1963 avant de s'exiler en France, aux États-Unis et au Venezuela. En 1979, Leslie Maniga a créé le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, il se porte au candidat aux élections et préside le pays du 7 février au 19 juin 1988 avant d'être renversé par le lieutenant-général Henri Namphy. En 2006, le professeur Maniga perdit bien sûr les élections présidentielles face à René Préval. La dernière apparition de Leslie Maniga dans la presse remonte à mai 2013. C'était lors d'une cérémonie d'hommage organisée en son honneur par le professeur Gary Hector. Le président de la République, Michel Martelly, se dit consterné par la disparition du professeur Leslie Maniga. Dans une note publiée ce vendredi, la République perd l'un de ses dignes fils qui a eu la lourde responsabilité d'occuper la magistrature suprême de l'État, mentionne le communiqué. De son côté, le Premier ministre Laurent Lamotte se dit profondément affecté par le départ de cet illustre citoyen. Le chef du gouvernement a adressé ses plus profondes condoléances à la famille du professeur défunt et à ses proches lourdement affectés par ce décès qui crée un vide immense dans l'univers intellectuel haïtien et dans le monde. Éducation, les examens officiels de la 9e année fondamentale cette année ont débuté mardi et pour prendre fin jeudi sur tout le territoire national. 195 041 candidats ont pris part à ces examens. Les candidats ont estimé que les épreuves étaient à leur portée. Pour la première journée, Michel Depayen et Yvon Seyid ont fait un tour dans les centres d'examen. Suivez leur reportage. Ce sont les épreuves de communication française et sciences expérimentales qui ont donné ce lundi le coup d'envoi des examens officiels de la 9e année fondamentale. Chez la plupart des candidats, l'examen redouté de français n'a pas été insurmontable. Certains ont assuré que même des élèves moyens étaient en mesure de répondre aux questions posées. Pour mon étudier, on est capable de faire l'examen parce que l'examen est facile. C'est très bien. Mais français, c'est facile pour mon qui étudie, comme ça, c'est difficile pour mon qui va étudier. Entrés en salle d'examen dès 8 heures, les candidats étaient très peu nombreux à en ressortir avant que la cloche ne sonne, aux alentours de 11h45. Certains d'entre eux ont dénoncé la complexité du texte de français. Sauf que c'est une question de texte qui a quelques difficultés pour nous répondre. Je ne piège à ce qui est ces questions, je ne vais pas dans classe même. Près de 195 041 candidats doivent poursuivre ce marathon de 3 jours d'épreuves écrites sur tout le territoire national. Un examen qui valide leur passage en classe supérieure. Mesdames, Messieurs, on observe une pause publicitaire. On vous retrouve tout de suite après. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Bonheur, t'as un fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut passer pour t'en bagage ça. Mon pas même de machine, ça pour faire caoutchouc. Kako, dis là tellement, bon marché, m'acheter caoutchouc ça toujours. Les plus machines baissées, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bonheur, m'a bien ouvert là. Depuis c'est Kaipel le brick géré, chanter, déchanter, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis, chérie. Qui t'appelle le brick géré?
Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Quel numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette qui a fait dans tirage là. Tirage là fait 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Avec Rebo, n'a toujours champion. Rebo, café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Merci de votre fidélité à 56 minutes synthèse sur Télésignal, toujours au chapitre des examens officiels. La session ordinaire du baccalauréat, c'est du 30 juin au 3 juillet prochain. Et tout est fin prêt pour faciliter le déroulement de ces épreuves, a rassuré le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Denis Cadeau, qui s'est félicité de l'organisation des examens de la 6e année et de la 9e année fondamentale. Parallèlement, M. Cadeau exhorte toute personne qui n'est pas impliquée dans l'organisation de ces épreuves à se tenir loin des centres d'examen. Denis Cadeau, au micro de Tom Dumont et Wendy Henry. Nous avons assuré, nous tout au moins, que l'examen 6e et 9e année fondamentale réussit. À partir de lundi, nous allons démarrer avec l'examen Bac 1 et Bac 2. Même consigne doit respecter parce que l'année dernière, nous avons fait une expérience et tout le monde admet avec nous que l'examen l'année dernière, il a servi de modèle pour permettre que le ministère avance. Je rappelle à tout le monde que aux abords des centres d'examen, un monde qui n'est pas impliqué dans l'organisation de l'examen d'État n'a prié pour ne pas occuper l'espace parce que et la police et la justice a bien pour mobiliser si jamais il y a un monde que tu as appréhendé aux abords des centres d'examen, à ce moment-là, Mounsa à la disposition de la justice et de la police. Il faut préciser que 187 414 candidats réguliers participeront aux épreuves du Bac 1 et 3 788 pour les récalés. Parallèlement, le directeur de l'enseignement secondaire indique que 2370 candidats du nouveau secondaire subiront des examens anticipés pour la période allant du 30 juin au 3 juillet. Les précisions de Jackson Plateau. Lundi matin, dans des matières pour élèves réto ou récalés, ils vont composer en littérature dans la matinée et physiologie en fin de journée. Élèves qui ont épreuve anticipée pour secondaire 3, ils ont composé en français matin et ils ont composé en éducation physique et sportive l'après-midi. Et je dis à nous garantis ça que tout élève qui passe son temps dans la salle de classe, il a préparé l'examen, le examen qui a la portée, l'a composé sans grande difficulté. Je dis toute chance bon côté pour réussir l'examen ça dans les meilleures conditions. Nous avons 3 catégories. Une première catégorie qui a 187 414 candidats là-dedans. Ça c'est élèves qui vont dans le baccalauréat pour la première fois, ça nous relève élèves réto. Nous avons 3 788 c'est élèves récalés. Ça veut dire qu'habitués déjà descendre dans le baccalauréat déjà, mais qu'à retourner prendre chance une autre fois. Et nous avons 2370, ça c'est des élèves qui vont faire épreuve anticipée. Alors épreuve anticipée, eux même limité par rapport à nombre d'examens que vous pour faire pour tout ce cycle-là. Mais si nous avons résumé pour vous, il y a 191 202 candidats qui vont aller dans le baccalauréat réto régulier. Ça nous connaît, c'est ça qu'on a dans le papier Clermont là. Et on va pas ajouter à lui-même 2370 candidats qui vont dans l'épreuve anticipée, qui vont faire français avec éducation physique et sportive lundi matin. Vers une meilleure évaluation des examens d'État cette année, le ministère de l'Éducation nationale vient de mettre sur pied une structure baptisée Commission d'observation du déroulement des examens d'État Codex, qui a présenté ce mercredi ces 3 sous-commissions. Il s'agit de l'observation de terrain, l'écoute et la réflexion stratégique. En ce sens, 3 numéros de téléphone et une adresse électronique seront disponibles à partir de jeudi afin de recueillir les doléances, les parents, élèves et enseignants, entre autres,
pourront appeler au 28 11 57 70, 28 11 57 71, 28 11 57 72 et écrire à codes.écoute@mef.gouv.ht. Des précisions du vice-président de la Codex, Marc-Anthony Alix, recueilli par Michel Alexis et Fézien Mathieu. Il y a également pour rencontrer les responsables d'associations socio-professionnelles en éducation, les responsables du BUNEX, des parents d'élèves, des élèves, des enseignants, pour organiser des séances d'écoute avec eux, pour nous soyons capables d'essayer de dire ça, de comprendre, ça, entendre, ça, ouais, qui gens comprendre, examiner, influencer ou non le grand public. Troisième commission nous gagnons, c'est commission de réflexion stratégique. Eh bien, commission ça lui-même, il est alimenté par les observations de commission d'observation et également par les remarques de la commission d'écoute et lui-même, il va faire une sorte de ramasser avec tout ça, moun sa ou pote bali, comme ça entendez, comme ça ouais, et pour lui faire une synthèse qui est capable de permettre nous déjà produire une réflexion stratégique et réflexion stratégique ça pour permettre nous-mêmes alimenter des recommandations nous capables de faire à ministre de l'éducation afin que nous capables disons améliorer les examens d'État et qui sait améliorer tout système d'évaluation des apprentissages scolaires au niveau de tout système. Créée le 12 juin 2014 par le ministère de l'Éducation nationale, la CODES est constituée de 32 membres. Myrto Célestin en est la présidente. Farah Martine Léresson Lamotte, la secrétaire générale, sœur Eugénie Vorbe, trésorière, le pasteur Sylvain Exantus et le professeur Josué Mérélien en sont membres. Ce 26 juin a ramené la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. En Haïti, la Commission nationale de lutte contre la drogue, la CONALD, a officiellement commémoré l'événement en invitant les différents secteurs impliqués dans cette lutte à réfléchir sur le thème « Lutte contre la drogue en Haïti ». Quelle législation ? David Basile, coordonnateur de la CONALD, en a profité pour insister sur le besoin de doter le pays d'une loi permettant la condamnation des narcotrafiquants pour qu'Haïti puisse devenir un espace moins attrayant pour les barons de la drogue. Les propos de David Basile recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Selon le rapport du département d'État des États-Unis, près de 5% des drogues arrivant sur le sol américain transitent dans le couloir caribéen, dont Haïti un espace de prédilection pour les narcotrafiquants. Aussi, les débats et argumentations qui vont animer ce forum, ainsi que la résolution qui en découlera, nous donneront-ils des pistes pour élaborer une législation et une stratégie mieux adaptée à la réalité haïtienne. Il est absolument impératif de doter notre pays d'une loi permettant la poursuite et la condamnation de véritables narcotrafiquants, que les organes répressifs soient techniquement et tactiquement mieux baraqués, que les biens saisis et confisqués soient mieux gérés, afin que nul n'ignore que notre patelin ne sera plus un territoire facile pour les activités néfastes de tout baron de la drogue. De son côté, le président du Sénat de la République a donné la garantie que la Chambre haute accompagnera la Commission nationale de lutte contre la drogue dans son travail. Dieuseul Simondera prend en exemple le vote de loi sur la vente d'alcool aux mineurs et de la conduite en état d'ébriété approuvée par le Sénat. Selon Dieuseul Simondera, la drogue est l'un des éléments favorisant la hausse vertigineuse de la criminalité organisée. Écoutons les propos du sénateur Dera. Le trafic de drogue défraie la chronique et entraîne un climat de sécurité dans le pays par l'éclosion de la criminalité organisée. Étant le président d'une branche du corps législatif,
Le Parlement travaille quotidiennement pour doter le pays de textes pouvant répondre à la réalité haïtienne en vue d'offrir un Haïti plus juste, plus prospère et plus libre pour les générations futures. S'il était possible de voir cette Haïti fière d'elle-même, avec un état de droit cherchant le bonheur pour tous, les Haïtiens sans exception, ne serions-nous pas passionnés de travailler vers ce rêve? Dans le cadre de la mise en application de la stratégie nationale de lutte contre la drogue, au Sénat, avons voté un projet de loi sur l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs et sur la conduite en état d'ébriété. Il vise à réduire la violence conjugale et les risques d'accidents causés par la conduite au volant sous l'emprise de l'alcool et par ainsi de diminuer le taux de mortalité, les infractions et les contraventions découlant de ces manquements. Mesdames, Messieurs, le Parlement est déterminé à accompagner le CONAL à poursuivre cette aventure sur le chemin épineux, mais combien prometteur qui doit inéluctablement nous accoucher des communautés réellement saines sans drogue. Nous allons continuer à parler de drogue. La consommation du cannabis, communément appelé buzz en Haïti, est en constante augmentation dans les quartiers défavorisés. Son usage est générateur d'angoisse chez les jeunes qui se mettent à fumer de manière occasionnelle ou irrégulière. Michel Depayen et Yvan Seyid ont fait la chasse aux idées reçues. Suivez leur reportage. Marijuana, Marie-Jeanne, paille, zeb, buzz, shit, weed, ganja. Les surnoms sont nombreux pour désigner la substance illicite la plus consommée chez les jeunes, à côté de l'alcool. Ceux qui en consomment disent rechercher un soulagement face aux problèmes quotidiens. Les jeunes adeptes du cannabis semblent moins intéressés par la cocaïne. Nous nous dit le buzz. Mais pour les Jamaïcains, c'est marijuana. Ça c'est bon cas, ça c'est bon vête là quand même là. Bon vête là, ça c'est. Mais ça clabe pour nous. Et ça nous bon méditer en même temps ça nous pas à blanche qui est cocaïne, nous la cocaïne. Nous bien méditer ça. Il fait me dormir. Il fait me manger. Et il fait me poser tout. La consommation couplée de tabac et de cannabis est très fréquente dans les quartiers défavorisés. Cette association entraîne de nombreux effets sur la perception, les pensées et l'humeur. De façon générale, fumer du cannabis provoque une légère euphorie souvent accompagnée d'un sentiment de détente. Pour ce consommateur, vaut mieux être défoncé qu'être ivre. Yon moun qui haï son l'autre bagalier devant un moun qui sou. Plus capable de perdre un moun qui sou que perdre un moun qui haï. Parce que moun qui sou il ka dit n'importe bagarre à n'importe quel moment, il ka fait n'importe vieux à n'importe quel moment. Ouais, moun qui haï là, sous celle bagarre qui en tête. Oui, manger pour un plaisir, femme, trip. Fumer est parfois une tentative illusoire pour se sentir mieux, alors qu'en réalité cela ne fait qu'accroître les difficultés. Le développement du cerveau peut même en être affecté, à en croire Rubens Charles, agent de prévention de l'Association pour la prévention de l'alcoolisme et autres accoutuments chimiques à Pâques. C'est une substance qui d'abord agit directement sur le cerveau, ou du moins sur le système nerveux central là, dans l'ensemble. Il provoque un changement de comportement qu'a l'individu et d'ordinaire, c'est des substances qui ne pas porter en lien dans l'organisme en termes de vitamines. D'accord? Donc, un bagage qui ne pas porter vitamines pour quoi, automatiquement, il fait réaction contraire là, qui c'est détruire l'organisme. Les jeunes sont plus sensibles aux effets du cannabis que les adultes, car ils sont en plein développement physique et psychologique. Plus on commence tôt à fumer, plus le risque d'en devenir dépendant est important. Culture, le Ciné Triomphe rouvre ses portes à la fin du mois d'août. Les travaux de réhabilitation de cette salle de projection sont en phase de finalisation. Les travaux qui ont duré 2 ans ont coûté environ 7 millions de dollars américains. Lors d'une visite au bâtiment, le Conseil des arts de la Seine a présenté l'état d'avancement du projet de réhabilitation et de modernisation du Ciné Triomphe. Reportage Michel Depayen et Yvan Seyid. Les travaux de réhabilitation du Ciné Triomphe ont démarré en décembre 2012. Le bâtiment n'a pas été démoli, mais des modifications importantes ont été apportées à sa structure. Tout l'ensemble est doté d'équipements modernes répondant aux normes internationales. Le président du Conseil des arts de la Seine, Robert Denis, dresse l'historique de cette salle de projection qui avait accueilli dans ses beaux jours un concert du chanteur français Charles Aznavour. Le Triomphe a ouvert ses portes en 1974 et a connu de prestigieuses années.
Après sa fermeture en 88, le Triomphe est resté fermé de longues années et il a été acquis par la Banque nationale, la BRH, Banque de la République d'Haïti, exactement le 14 mai 1999. Le Ciné Triomphe comprend actuellement 2 salles de projection. La salle 1 d'une capacité de 450 places comprend un système de cinéma digital HD avec processeur numérique, tandis que la salle 2 peut accueillir 306 personnes. Les salles 3 et 4 ont été transformées respectivement en un restaurant et un centre de congrès pour les colloques, séminaires et forums nationaux et internationaux. Ce système comprend un écran de 12 mètres par 6 mètres 50. C'est la première fois qu'on aura ça en Haïti. Monté sur cadre amovible. On pourra déplacer l'écran, le faire arriver jusqu'au devant de la scène ou le reculer jusqu'au fond de la scène. D'ailleurs, ceci donne la possibilité d'utiliser la salle à diverses fins, c'est-à-dire aussi bien pour le cinéma que comme salle de concert ou salle de théâtre. Le Ciné Triomphe sera inauguré en août 2014 et deviendra la première salle de projection à rouvrir ses portes à Port-au-Prince depuis la fermeture de la dernière, le Ciné Impérial, en 2009. Juste le temps de refermer 56 minutes synthèse, le rappel des titres signature d'un accord de coopération de montant de 112 millions d'euros entre le gouvernement haïtien et l'Union européenne pour appuyer la réforme de l'État et l'éducation en Haïti. Publication ce mercredi du rapport national 2013 sur les objectifs du millénaire pour le développement. Haïti a accompli des progrès sur tous les indicateurs clés du cadre OMD. De l'éducation universelle et la santé maternelle, se félicite le Premier ministre Laurent Lamotte. Ce 26 juin a ramené la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. L'occasion pour la CONAL de réfléchir sur la nécessité de doter le pays d'une loi permettant la condamnation des narcotrafiquants. Haïti élu à l'unanimité pour accueillir la 58e réunion de la Commission de l'Organisation mondiale du tourisme pour les Amériques en 2015. Et puis le ministère de l'Éducation nationale durcit le ton contre les fraudeurs aux examens du bac. Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude sera interdit de participer aux épreuves pour une durée pouvant aller jusqu'à 4 ans. Décès de l'ancien président d'Haïti, Leslie François Maniga. Plusieurs secteurs saluent la disparition de l'intellectuel et homme qui s'est éteint ce vendredi à l'âge de 83 ans. À l'étranger, en Égypte, la condamnation à 7 ans de prison de 3 journalistes de la chaîne Al Jazeera accusés de soutenir les frères musulmans du président déchu Mohamed Morsi choque les médias internationaux. La Bosnie a commémoré ce samedi le centenaire de la Première Guerre mondiale, un anniversaire très particulier à Sarajevo puisque c'est là que fut assassiné le 28 juin 1914 l'archiduc d'Autriche et son épouse Sophie. C'est la fin de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.